Si votre plaisir coupable, c'est Constantine, arrêtez tout de suite. C'est pas coupable du tout et je vais vous le prouver aujourd'hui, c'est l'heure de la révélation. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler d'un de mes nombreux plaisirs absolument pas coupables, donc j'ai nommé Constantine, le film d'ici mal aimé de 2005, parce qu'il faut bien que quelqu'un prêche la bonne parole après des années de blasphème. Je vais donc en parler avec un peu de mauvaise foi, mais surtout beaucoup d'amour et de passion. J'ai aussi envie de croire qu'en 20 ans, ce film a été réévalué à la hausse jusqu'à atteindre un petit statut culte, d'où le fait qu'on reparle aussi souvent de la suite ces dernières années. Et puis regardez la beauté de cette affiche, c'est pas un argument mais on s'en fout. Toujours est-il qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Constantine n'a pas été très bien accueilli à sa sortie, aussi bien par la critique que le public qui ne s'est pas déplacé en masse pour le voir. Pourtant, avec le recul qu'on a maintenant, force est de constater qu'il occupe une place assez importante dans la carrière de son réalisateur, Francis Lawrence, mais aussi de celle de son acteur principal, Keanu Reeves, dont je vais mal prononcer le nom durant toute la vidéo. Later. Keanu Reeves. Un des reproches les plus récurrents qui a été fait à Constantine, c'est la trahison du personnage principal. John Constantine, à l'origine, est né sous la plume d'Alan Moore dans le comic Swamp Thing. Il a ensuite eu sa propre série de comics avec Hellblazer. Avec le temps, c'est devenu un personnage récurrent dans l'univers d'ici, qu'on a par exemple pu voir dans les films d'animation Justice League Dark et Justice League Crisis on Infinite Earth, mais aussi dans le Arrowverse où il a eu sa propre série avec cette fois Matt Ryan dans le rôle titre. On pourrait longuement débattre de ce qui relève ou non de la trahison ou de la fidélité dans une adaptation, mais c'est pas tellement le sujet aujourd'hui. Ce serait plutôt, est-ce qu'on peut faire un bon film en trahissant une œuvre originale? Et bien sûr que oui, heureusement même. Par exemple, regardez le V pour Vendetta qui a été produit par les sœurs Wachowski, pour rester du côté d'Alan Moore. A l'inverse, une fidélité obsessionnelle ne garantit pas la réussite d'un film ou d'une série. Et si Constantine était un film original et non tiré d'un comics, peut-être que la réception aurait été différente, mais cette filiation n'a clairement pas joué en sa faveur. Un détail qui a son importance, le personnage est inspiré physiquement par Sting, d'où le fait qu'il est normalement blond et pas vraiment taillé comme un tank. Pour compléter le look, il a son imperméable marron et toujours une clope au bec. Sauf que, ça ne vous aura pas échappé, Keanu Reeves n'est pas blond. Alors qu'est-ce qu'on en a à faire? Excellente question, j'ai envie de dire pas grand chose, mais au moment du casting, ça a quand même fait jaser sur les forums. Bon, en vrai j'exagère, c'est pas seulement parce qu'il est brun, mais aussi et surtout parce qu'il n'est pas britannique, mais canadien. Dans les comics, Constantine vient de Liverpool, en Angleterre, mais le film a délocalisé l'action à Los Angeles, ce qui nous a épargné un faux accent anglais de la part de l'acteur, donc rien que pour ça, c'est une sage décision. Excite aussi l'imper marron et bonjour le costume cravate noir et blanc. Est-ce que c'est grave et impardonnable? Non. Et est-ce que ça a une quelconque valeur? Eh bah oui. Le personnage de Keanu Reeves est en effet différent de son homologue papier, c'est une revisite un peu plus gothique et je dis pas juste ça pour les cheveux noirs. Elle est aussi plus proche du look du détective du film noir à la Brad Pitt dans Seven. Et comme le film emprunte les codes du thriller urbain, du film noir, bah ça s'y prête plutôt bien. En plus, l'utilisation du noir et blanc dans les vêtements n'est pas fortuite, c'est même un code couleur plutôt évident qu'on retrouve tout au long de l'histoire, jusque sur certains visuels du film. Le blanc, paradoxalement, se rapproche des enfers. Contrairement au père Ensi, l'homme d'église vêtu de noir, Lucifer est entièrement habillé en blanc, comme la gamine exorcisée au début, ou Isabelle avec sa robe d'hôpital, qui contraste d'ailleurs avec la tenue de sa sœur jumelle, Angela, majoritairement noire au début du film. Au fur et à mesure, on la voit plutôt habillée en noir et blanc, puisqu'elle se retrouve elle aussi piégée entre deux mondes, comme Constantine. Pour moi, ce sont les petits détails qui font le sel d'un film, et Constantine n'en manque clairement pas. Par exemple, quand Gabriel apparaît pour la première fois, sans qu'on connaisse ses véritables intentions, le personnage est en costume noir. Puis, quand il révèle ses motivations, il est entièrement en blanc avec ses grandes ailes grises, justement parce que Francis Lawrence ne voulait pas d'une représentation cliché avec les plumes blanches immaculées. D'ailleurs, je m'arrête 2 secondes sur le personnage et surtout l'actrice, Tilda Swinton, superbement castée avec son physique androgyne, ses traits fins taillés au couteau et son charisme intimidant. Sa carrière a commencé bien avant, mais Constantine, de même que Narnia qui est sorti la même année, a participé à la ramener sur le devant de la scène après son prix à la Mostra de Venise en 1991 pour Édouard II. Donc voilà, encore un petit argument en faveur du film. L'autre reproche fait à Constantine, au-delà de sa naturalisation et de la couleur de ses cheveux, c'est le jeu de Keanu Reeves, jugé trop papatique et rigide, comme s'il n'avait pas envie d'être là. Sa performance donne en effet un anti-héros plus blasé que cynique, assez peu porté sur l'humour, moins bavard et donc dans un sens moins subversif, ce qui en ferait une immense erreur de casting. Alors premièrement, c'est faux.
Keanu Reeves était très impliqué dans le projet, tellement qu'il avait un droit de regard sur le choix du réalisateur et qu'il ne voulait pas au départ de Francis Lawrence parce que c'était un gars qui faisait des clips musicaux. Donc Francis Lawrence, d'après lui, a mis plus de 9 mois à convaincre tous les producteurs de la Warner et Keanu Reeves qu'il avait une réelle vision sur ce film et qu'il avait une plus-value à lui apporter. Il s'agissait en effet de son premier long métrage, puisque jusqu'ici, il avait fait carrière dans les clips de musique. Si vous ne le saviez pas, le réalisateur des derniers Hunger Games et de Je suis une légende a aussi réalisé I'm a Slave for You de Britney Spears, Jenny from the Block de Jennifer Lopez, Skater Boy d'Avril Lavigne ou encore Buttons des Pussycat Dolls. Je confesse que j'ai religieusement écouté chacune de ces musiques dans mon enfance et ma préadolescence, donc en fait je pense que j'étais prédestinée à aimer ce film. Et c'est marrant parce que le tout premier réalisateur qui était à bord du projet, c'était Paul Hunter, un nom qui ne doit pas tellement vous parler, parce que lui aussi a surtout réalisé des clips musicaux, lui aussi pour les Pussycat Dolls et Jennifer Lopez. Après, certains ont reproché au film son esthétique un peu trop clipesque, mais bon, on va pas aller péter dans les fleurs, ça donne des scènes et des plans super chouettes. Au final, Keanu Reeves étant un chic type, il a fait le déplacement depuis Sydney après qu'il a fini de tourner Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Il a rencontré Francis Lawrence et a été emballé par sa vision du projet et ses ambitions, mais aussi par la nature du personnage. Personnage qui aurait d'ailleurs pu être incarné par Nicolas Cage. Voilà, qui était attaché au projet au début de son développement, comme le réalisateur Tarsem Singh qui venait de se faire remarquer avec son film The Cell. À ce moment-là, en plus, l'acteur était à son apogée avec Sailor et Lula, Les ailes de l'enfer ou À tombeau ouvert chez Scorsese. Sauf que Tarsem Singh a quitté le navire à cause de questions budgétaires, ce qui a aussi fait fuir Nicolas Cage, qui a ensuite joué Ghost Rider pour Marvel, parce que l'erreur est humaine. Et je trouve que c'est vraiment injuste de parler d'erreur de casting. Le jeu laconique de Keanu Reeves donne un personnage détaché de tout, qui erre dans le monde des vivants mais n'a pas encore sa place dans le monde des morts. C'est métaphoriquement un mort-vivant, un suicidé à qui il a été donné un petit temps additionnel. Le fait qu'il balance toutes ses répliques et ses quelques vannes avec l'énergie d'une pile déchargée, ça offre quelque chose d'intéressant et surtout cohérent par rapport à l'histoire. Et puis excusez-le de pas déborder de joie et d'être sonné après avoir visité l'enfer, combattu des démons et appris qu'il avait un cancer incurable. Bref, c'est toute l'ironie dramatique du personnage qui est né avec la capacité de voir les anges et les démons, a été condamné par Dieu et finalement sauvé par Lucifer. Et puis faut arrêter 2 secondes, hein. Keanu Reeves il est capable aussi de faire ce genre de tête. Par contre, je veux bien reconnaître que la fin mielleux sur la rédemption et patin couffin, c'est un dénouement hollywoodien archi classique, dissonant par rapport au reste du film qui est bien plus original que sa mauvaise réputation le veut. Après, il y a peut-être d'autres moyens de se racheter que d'empêcher l'arrivée de l'Antéchrist sur Terre. On peut, je sais pas, trier ses déchets en pliant les boîtes en carton, ne pas empêcher les gens de descendre du métro en restant scotchés devant la porte, ou s'abonner à Écran Large. Oh, cette transition. Écran Large est une petite équipe et un média indépendant, ce qui fait à la fois notre force et notre faiblesse. Pour survivre dans cette jungle qui est Internet et la vie, on propose sur le site Internet un abonnement, quelques euros pour vous ouvrir les portes du paradis. Vous aurez ainsi accès à des dossiers exclusifs qui vont du simple retour passionné sur un film à des analyses de séquences, des rapports sur le box-office, des portraits d'acteurs ou de distributeurs, ou même des rétrospectives complexes sur tel réalisateur ou réalisatrice. Alors certes, l'envie est un péché, mais l'avarice aussi. Voilà, je glisse ça juste comme ça. Avec le recul, c'est aussi un rôle de transition important pour Keanu Reeves, qui à ce moment-là était à un tournant de sa carrière, si on accepte qu'il y a eu un avant et un après Matrix. Rien que dans le look, on a plus ou moins la tête de Neo dans les fringues de John Wick, soit un acteur en pleine reconstruction de son image. Le film lui-même est à cheval entre le fantastique SF et l'action, donc quelque part entre Matrix et John Wick. En 2005, le public et le monde entier avaient oublié The Watcher, donc cet anti-héros égoïste blasé qui fume comme un pompier s'éloignait de l'image plutôt lisse et bon enfant qu'entretenait l'acteur, qui était le gentil stoner de Bill et Ted, le bon flic de Point Break et Speed, et évidemment l'élu de Matrix, mais qui sera aussi bientôt l'implacable Baba Yaga des John Wick. D'ailleurs, la scène du climax où il dégomme tous les démons préfigure assez bien cette trajectoire. En plus, c'est marrant, il traque le fils de Satan quelques années après l'avoir incarné dans L'Associé du Diable, autre film que j'adore et dont j'aimerais beaucoup vous parler un jour pour boucler la boucle. Enfin, un des derniers arguments contre le film, ce serait sa bigoterie qui lorgnerait un peu trop du côté de l'exorciste. La matrice des films d'exorcisme, sous-genre de l'horreur qui a été poncé jusqu'à la moelle. Si on s'arrête à la première lecture, en effet,
Les similitudes sont troublantes. Le film s'ouvre sur la découverte d'un mystérieux artefact maléfique, comme dans L'Exorciste, sauf que cette fois c'est au Mexique et pas en Irak. On a ensuite la personne chargée d'exorciser, le démonologue, qui arrive en taxi chez la famille désemparée, tandis que la possédée est une jeune fille innocente en chemise de nuit, comme Regan. Mais en réalité, cette scène prend à contre-courant le film de Willard Friedkin, et de façon plutôt habile. Déjà, le cadre social n'a plus rien à voir. On passe d'une famille blanche bourgeoise à une famille plus défavorisée, dans un immeuble vétuste où vivent a priori des gens issus de l'immigration. Il y a aussi la figure d'autorité religieuse, le père N.C., recouvert d'un imperméable beige marron. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil? J'en sais rien du tout. Mais il est présenté comme un type un peu louche, ou en tout cas qui inspire pas la confiance d'un père Mérine. Pareil pour Constantine, c'est même son comportement à lui qui interpelle et dérange, plus que celui de la gamine possédée. Dès qu'il entre dans la pièce, la mécanique qu'on connaît bien, avec le démon vulgaire et contorsionniste, les crucifix levés au ciel, les versets en latin et les jets d'eau bénite, tout ça se grippe. Constantine se met à califourchon sur elle, lui murmure son nom à l'oreille et l'insulte avant même que le démon ait pris la parole. Il finit même par lui incruster ses phalanges dans la gueule. C'est donc lui, directement ou indirectement, qui est responsable de la charge sexuelle et de la violence habituelle dans ce genre de scène. Le démon devient presque sa victime et lui une sorte de prédateur. Ça permet de caractériser pleinement le personnage sans faire un tunnel d'exposition. Et puis juste la scène avec le miroir est super cool avec tous les jeux de reflets, bien plus que dans le dernier Conjuring. Alors oui, à la fin, il récite des versets de la Bible en extase et de façon plus globale, le monde de Constantine est résolument chrétien, avec l'existence avérée de l'enfer, du paradis et de leurs locataires respectifs. Mais ce n'est pas du catoporn façon Conjuring justement, et Constantine n'a strictement rien à voir avec les Warren. Déjà parce que c'est pas un escroc qui a véritablement existé, et surtout qu'il n'est pas dévoué à Dieu. Il est croyant par obligation, mais clairement pas pratiquant. Ok, à la fin, il se réconcilie quand même avec Dieu, mais il est très critique avec lui le reste du temps. Il lui en veut de lui avoir imposé ce don et de l'avoir puni parce que ce pouvoir était trop grand pour l'enfant qu'il était à l'époque. Et puis l'imagerie biblique en prend aussi un coup, puisque ça sert souvent des éléments plus burlesques dans l'intrigue, comme le gros flingue crucifix ou le poing américain avec les petites croix dessus. Enfin, comment défendre Constantine sans revenir sur sa représentation époustouflante de l'enfer? C'est pas la première fois qu'un film expédie un personnage en enfer, Souvenez-vous de Spawn. Mais cet enfer-là a plusieurs particularités. Déjà, ce n'est pas un lieu à part entière avec de la lave qui sort du sol ou que sais-je. C'est une version alternative, apocalyptique de notre univers, ce qui le rend tout de suite plus tangible, plus concret et immersif puisqu'on a des éléments familiers auxquels se raccrocher. L'inspiration première, ça a été les explosions nucléaires de la Seconde Guerre mondiale. L'idée, c'était de retrouver un environnement qu'on connaît et qui serait en constante désintégration, avec ce puissant souffle brûlant qui balaye tout sur son passage, les particules qui saturent l'air et l'impression que tout se dérobe sous nos pieds. Ça fait appel à un certain inconscient, à des traumatismes enfouis de l'humanité, ce qui est plus que pertinent là encore pour dépeindre l'enfer. Pour ça, le superviseur des effets spéciaux, Mike Fink, oscarisé pour son travail sur À la croisée des mondes, s'est notamment inspiré des sources historiques utilisées pour Le jour d'après, le téléfilm de 84, pas le film de Roland Emmerich. Pour le contexte, c'est un film qui imagine une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique. L'autre source d'inspiration a été le travail de Zdzisław Beksiński, un artiste et peintre polonais dont j'ai pleinement découvert le travail pour cette vidéo. Clairement, je suis fan de cette imagerie sordide des post-apocalyptiques qui empruntent au surréalisme et au manuel d'anatomie avec des compositions très organiques, sans oublier cette palette de couleurs crépusculaires. Pour l'histoire, l'artiste est mort assassiné le 21 février 2005, c'est-à-dire seulement 3 jours après la sortie de Constantine aux États-Unis, apparemment pour une sombre histoire d'argent. Il y a aussi ces créatures horribles qui peuplent les bas-fonds et chassent les âmes humaines. Là encore, le but de Francis Lawrence était de s'éloigner des représentations classiques des démons avec les cornes et les queues fourchues. Évidemment, leur conception a demandé énormément de boulot, mais quand on voit le résultat à l'écran, on comprend pourquoi le film a été doté d'un budget assez important pour l'époque de 100 millions de dollars. On retrouve derrière ces effets spéciaux deux légendes de l'industrie, Tippett Studio et Stan Winston. Vous connaissez le premier pour Hollow Man, Jurassic Park, Willow ou encore Robocop, et le second pour The Thing, Predator, Jurassic Park aussi ou encore Aliens. D'ailleurs, les espèces de charognards ont aussi été inspirées par de vraies photos de cadavres dont la tête avait été coupée pour permettre l'accès au cerveau. Et bon appétit bien sûr. C'est donc Aaron Sims des studios Stan Winston qui les a conçus
conceptualisé sur maquette avant que Tippett en fasse des versions numériques. Il y a aussi eu un animatronique articulé qui a été utilisé pendant le tournage, ainsi qu'une version en dur plutôt impressionnante de Mammon, le fils de Satan. On doit aussi à Tippett l'homme vermine dégueulasse là que croise Constantine et la séquence du miroir pendant l'exorcisme au début du film. Donc même si certains effets ont un peu mal vieilli, ça reste quand même un petit joyau technique. Enfin, il y aurait encore plein de points positifs à aborder, comme l'excellente Rachel Weisz qui avait déjà marqué les esprits dans La Momie et Stalingrad, mais n'avait pas encore eu son Oscar pour son second rôle dans The Constant Gardener. C'est un beau personnage qui existe indépendamment de Constantine, dont elle n'est pas juste le love interest. J'aime beaucoup l'ambiguïté et la tension sexuelle entre les deux personnages, qui n'ont pas de temps à perdre avec les roucoulades. Il y a aussi leur séparation sur le toit à la toute fin qui est très belle et déchirante, et qui là par contre va à l'encontre des clichés hollywoodiens. En vrai, je pense que j'ai dit le plus important sur Constantine. Évidemment, je ne prétends pas détenir la vérité, j'espère juste vous avoir converti à ma vérité à moi. S'il y a des points que j'ai pas abordés, je vous laisse tout simplement prendre le relais dans l'espace commentaire. Sinon, si la défense des films mal aimés vous plaît, je ne peux que vous recommander la vidéo de Judith, que dis-je, sa déclaration d'amour sur le film Equilibrium. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça vous offre d'emblée une place au paradis. Et on se dit à très bientôt!